Mercredi 24 juillet, Yorana, merci d'être sur la première. Voici les titres. La desserte aérienne Interrail reprend tout doucement malgré la grève des agents d'ADT. Les vols pour Rangiroa reprennent ce soir seulement. L'hôpital d'Outuroa, toujours victime de dysfonctionnements techniques. Le bloc opératoire n'est plus opérationnel. Impossible également pour les femmes enceintes d'accoucher sur place. Quelle solution pour une meilleure prise en charge des patients? Élément de réponse avec le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, est l'invité de ce journal. C'est un visuel qui ne vous est plus inconnu, celui de Paris 2024. Il s'affiche partout, à Tayarapu Ouest, jusque sur l'eau. On vous explique pourquoi dans un instant. Plus de 2000 foyers de Tarabo bientôt alimentés en énergie solaire. 2 fermes photovoltaïques seront fonctionnelles dans moins de 2 mois. C'est un pas de plus vers la souveraineté énergétique. Et enfin, à des vacances ludiques et sportives pour des enfants de Haroué sous le signe de l'olympisme. C'est à la fin de ce journal. Reprise partielle des vols entre Tahiti, Bora Bora et Ayatea grâce à un déploiement des pompiers et des aérodromes pour assurer la sécurité des opérations. Les passagers qui ont pu rejoindre leur destination sont soulagés. Mais alors qu'une reprise des vols vers Rangiroa était annoncée, ils n'ont pu être opérés que cet après-midi. Rowan Potoru Sandroli avec nos correspondants. Après 2 jours de perturbations, c'est de nouveau reparti pour les vols en partance sur Bora Bora et Rayatea, soit 22 vols au total, un ouf de soulagement pour les passagers. Voilà, ça fait plaisir de retrouver mon île, quoi. Il était perturbé il y a quelques jours, les vols étaient annulés sur Rayatea. Ouais, mais bon, quand on voit ce qui se passe ailleurs, il faut pas non plus dramatiser. Hein. Ils ont fait le nécessaire, disons, voilà. On est arrivé hier soir et maintenant on peut continuer, alors on a eu de la chance. J'aime pas avoir des retards à cause de la grève, mais je comprends ce qu'ils font. Sur Rangiroa, par contre, pas de vol programmé. Malgré les navettes maritimes sur Tikehau, certains touristes et résidents restent désemparés face à cette situation de plus en plus difficile. Nous avons l'avion international un vendredi matin. Nous espérons de réussir à aller à Papeete, de tourner à Papeete pour ne perdre pas l'avion. Et on attend. Pour les décollages et atterrissages sur des aérodromes, des normes de sécurité sont exigées. Pour Bora Bora et Rayatea, le cahier des charges a été respecté. On est sur un niveau, sur Bora Bora, ce qu'on appelle un niveau de sécurité incendie de niveau 2 en fait. C'est un camion de pompiers comme habituellement avec un agent SSLIA. Est-ce que Bora Bora a été prioritaire dans cette ouverture? Difficile de répondre à cela, mais dans la volumétrie des passagers qui étaient le plus en attente, oui, c'est vrai que sur Bora Bora, il y en avait un nombre plus important. Pour l'heure, aucune nouvelle rencontre n'a été planifiée entre les grévistes d'ADT et les instances dirigeantes de la société. Les 10 points de revendication seront revus dans leur grande majorité pour la prochaine négociation. Les thèmes majeurs sont les conditions de travail, la sécurité, les équipements et un dialogue plus transparent avec la direction. Et nous venons de l'apprendre, de nouvelles discussions sont programmées demain à 15h. Tandis qu'à l'OPT, les discussions se poursuivent entre syndicats et direction. Des rencontres nécessaires pour éviter la grève qui doit débuter ce soir à minuit. Pour rappel, le préavis compte 24 revendications. L'intersyndicale refuse le gel des acquis sociaux. Elle réclame de la transparence sur la stratégie du groupe quant à l'arrivée de Google. Les représentants des salariés demandent aussi à la nouvelle PDG de présenter son plan d'action. À Outuroa, la prise en charge médicale des patients est difficile. Après avoir souffert d'un manque criant d'effectifs, le personnel doit maintenant s'adapter aux conditions insalubres. Le bloc opératoire n'est plus en état de fonctionner et les accouchements sont impossibles. Sur place, c'est la débrouille. Le point avec Hiti Manaki. Il y avait à peu près 3 cm d'eau dans toute cette zone. Voilà. Un bloc opératoire sinistré depuis maintenant 10 jours, la faute à une infiltration d'eau qui a contraint l'hôpital de Outuroa à fermer ses blocs. Alors, ils se sont organisés pour pouvoir continuer à soigner les malades d'Eraromatei. Mais avec cette fois-ci, un système D, une salle des urgences aménagée en bloc opératoire provisoire. L'hôpital reste ouvert, c'est sûr. Tous les patients sont accueillis et en fonction du degré d'urgence, on a différentes solutions à proposer. En cas d'urgence vitale
et qui nécessiterait un geste chirurgical vraiment urgent, on le pratiquerait ici, dans cette salle d'urgence, une salle de déchocage. Nous avons tout le matériel à disposition juste derrière, qui est prêt à l'emploi. On vient avec l'équipe et on opérera ici. Au niveau de la maternité de cet hôpital, les professionnels de santé ont préféré évacuer les futures mamans au CHT pour une prise en charge optimale. Mais ils tiennent à rassurer également les mamans des îles Soulevant qui arriveraient en urgence ici pourront donner naissance dans une salle qui a été préparée. On ne voulait pas prendre le risque que les mamans ou que les bébés naissent dans ces conditions, tout simplement parce que s'il y avait besoin d'une césarienne, le bloc opératoire n'était pas en mesure de le faire. En cas d'urgence, bien évidemment que nous sommes toujours en capacité d'accueillir les femmes enceintes, pas de souci. Nous avons aménagé une de nos salles d'accouchement justement en salle de césarienne temporaire, provisoire, pour pallier à ces urgences, pour que les prises en charge soient quand même faites. Suite à cet incident, des travaux sont en cours pour pouvoir réouvrir un bloc d'ici lundi, en attendant de pouvoir refaire tourner cet hôpital à plein régime. On est dans la salle 2, qui est donc la seule salle qui a été épargnée par l'inondation qui est survenue donc, dimanche 14 juillet. Et donc cette salle 2 a été rapidement réarmée. Elle est en cours de réarmement. Elle sera opérationnelle très certainement, soit ce week-end, soit en début de semaine prochaine. Une rénovation totale de certains services sont en cours, comptée par moins de 100 millions de francs. Tous espèrent que d'ici le mois de novembre, ils pourront retrouver un rythme de travail en bonne et due forme. Et on en parle tout de suite avec notre invité, Monsieur le ministre Yorana. Merci d'être sur la première ce soir. Est-ce que vous êtes en mesure de nous confirmer ce soir si la prise en charge des patients sera optimale avant la fin de l'année ? Oui, elle sera optimale avant la fin de l'année, bien sûr. C'est même pas une question, on s'y emploie. Cette situation est inattendue. On savait que l'appareil était usé. On venait de finir le bloc opératoire pour qu'il soit aux normes et qu'il soit flambant neuf. Et cette casse nous a surpris. On a fait ce qu'il fallait. On a mis les moyens nécessaires. D'ici la fin de la semaine, les travaux seront finis pour une des deux salles. Et après analyse, on pourra le remettre en fonctionnement, une des deux salles, ce qui permettra d'accueillir les mamans et les patients. Le manque de personnel est réglé. En tout cas, la situation devrait s'arranger puisqu'un protocole d'accord a été signé pour l'hôpital de Outourwa. Mais à Bora Bora, il n'y a plus de soignants comme à Rurutu, pour ne citer que ces deux îles. Ce sont des itinérants aujourd'hui qui assurent les soins au dispensaire. Quand est-ce que la situation sera régularisée ? Alors, on a beaucoup de situations aujourd'hui dans nos îles qui sont difficiles. Bora Bora est un exemple criant où il manque des logements, où les personnes qui viennent s'installer font des urgences en permanence et ont du mal à se loger, ne peuvent pas s'installer. Il y a peut-être un manque d'attractivité aussi au niveau du salaire, peut-être. Ce sont des revendications qui ont été criées. Oui, je les ai entendues. Les professionnels de santé sont très impliqués. Ils sont là vraiment pour nous apporter au quotidien le bien-être et la sécurité pour tous les patients. Moi, je les en remercie parce que leur implication au jour le jour est très importante. Et il faut travailler sur le statut de la direction de la santé, de l'hôpital d'ailleurs, pour faire évoluer leurs conditions de travail et pour pouvoir être plus attractifs demain. Et justement, le statut, il va être révisé quand ? Alors, on ne parle pas forcément du statut de la fonction publique, on parle carrément du statut des hôpitaux et de la direction de la santé. C'est un travail qui est en cours, qui a été présenté par mes services à l'ensemble des partenaires et qui viendra demain être diffusé au fur et à mesure pour en faire un vrai outil de fonctionnement et d'attractivité pour nos patients. Puisque vous parlez de l'hôpital de Tahiti, enfin le centre hospitalier du territoire, les chefs de service sont toujours démissionnaires. Vous n'avez toujours pas acté d'ailleurs leur démission. Quand on en atteint ce point de non-retour, on peut estimer que la santé est en très mauvaise santé. La situation, c'est un cri d'alerte, un cri d'alarme, un besoin d'être entendu. Moi, l'hôpital du CHPF, j'ai entendu mes médecins qui ont voulu me parler. Parce qu'on a des discussions très régulières depuis le début de l'année. Et depuis que j'ai pris mes fonctions, en fait, on se voit quasiment tous les mois. Et bien avancé depuis. Et leur revendication était pertinente. J'ai fait un audit pour la peine qui a été lancé immédiatement à l'issue de leur demande pour comprendre ce qui se passait et quelles étaient leurs difficultés. Le compte-rendu de cet audit m'a été rendu très récemment. Je dois voir le président et faire un point avec la ministre de la fonction publique
pour voir les mesures nécessaires qui pourront leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. En parallèle, j'ai vu le syndicat Entor récemment et on s'est entendu sur un calendrier pour des mesures de terrain, des comparaisons par rapport à ce qu'il y a en métropole, parce qu'ils sont dans un esprit de construction et j'estime que ce travail en collaboration est essentiel. Et là-bas aussi, il y a un manque criant de personnel. Est-ce qu'il y aura des embauches ? Il y aura des travaux d'embauche, mais je préfère garder ça avec mon président, analyser les situations, parce que c'est aussi du financement. Mais oui, il y a un besoin qui sera comblé. Le chantier est en cours. Donc, enfin, à l'aube des Jeux Olympiques, la Polynésie est en alerte dingue. Est-ce que des mesures spécifiques sont mises en place ? Oui, alors dans le cadre de la dingue, c'est une chose très importante. On est en plein JO, mais on a une épidémie qui date depuis bientôt 6 mois en Polynésie. Et mine de rien, la race est toujours au qui-vive. On a fait ce qu'il fallait, on sensibilise la population à faire les gestes barrières. Il y a une campagne qui va être lancée, les gestes du quotidien pour se protéger, mais aussi pour éviter les jets de moustiques. On va faire aussi des traitements de moustiques dans les zones qui seront infestées, où on constatera la dengue, et on a une surveillance accrue, surtout en ce moment avec les JO. Merci beaucoup, Cédric Merci. Mercadal, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et sans transition, nous ouvrons donc notre page spéciale consacrée aux Jeux Olympiques. J-3 avant le début des hostilités à Teahupo'o, le bout de la route, c'est-à-dire le PK0, arbore le look olympique. Sur place, même les bateaux qui navigueront sur l'eau ont adopté le look des JO. On voit cela avec Maruki Duri, Dylan Fels et Patrick Singsi. C'est un nouvel habillage, omniprésent sur tous les sites olympiques et plus encore. Les JO, c'est une marque et l'association avec Paris 2024 doit être millimétrée. Rien n'est laissé au hasard. Exemple, avec les anneaux olympiques posés au PK0, avec des clichés qui vont faire le tour du monde, c'est l'image des Jeux qui est en jeu. Il y a beaucoup de symbolique derrière. Les anneaux, c'est associé, on associe tous avec quelque chose de très particulier. Donc on ne peut pas les mettre où on veut, on ne peut pas les faire quand on veut. Donc c'est vraiment, on a beaucoup de guidelines nous qu'on doit suivre et donc ce qui a fait qu'on les a mis là en accord avec tout le monde au final. En accord aussi avec le look des Jeux, un habillage spécialement conçu qui va être le reflet de cette Olympiade. Émile, pêcheur professionnel, pilote un des 2 bateaux au plus près de la vague. Le nouveau look de son outil de travail, il en est plutôt fier. C'est plutôt joli, ces autocollants. Je trouve qu'ils représentent bien les valeurs des Jeux Olympiques. À Tahiti, 24 bateaux retenus après un appel d'offres ont été relookés, dont celui de Tetu Manaiva, floqué à la fin du mois de juin. Paris 2024 va permettre à la jeune femme de lancer l'activité qu'elle vient de créer avec sa tante. Pour être sur Paris 2024, il a fallu mettre aux normes le bateau pour circuler et être en toute sécurité de navigation. Donc les conditions ont été établies par la direction des affaires maritimes et les services des affaires maritimes de l'État, avec qui Paris 2024 est en collaboration. Et donc on a dû armer le bateau aux conditions de circulation d'un navire à utilisation commerciale, c'est-à-dire le NUC. Le bateau de Tetu Manaiva est mobilisé dès cette semaine pour les entraînements des délégations. Une fois les Jeux terminés, il naviguera dans le cadre d'une activité d'excursion. Et ce soir, le dernier épisode de la saison de votre magazine Vevo, le grand rendez-vous, est consacré aux préparatifs de nos athlètes locaux. Vous y découvrirez des séquences qui offrent un aperçu exclusif de leur vie quotidienne et de leur préparation pour ces épreuves mondiales. Ce sera à partir de 19h45. Et voilà qui referme cette rubrique spéciale Jeux Olympiques. Le développement des énergies renouvelables franchit une étape majeure en Polynésie. La société Itonui du groupe Engie est en train de finaliser 2 projets de ferme Itonui du groupe Engie est en train de finaliser. Caroline Fari, Mirko Vanfo.
Un véritable champ de panneaux solaires. Sur ce terrain de 6 hectares à Taravao, une ferme photovoltaïque est en cours de finition. Elle permettra d'alimenter 2600 foyers de la commune, une première en Polynésie. Il y a plus de 11 020 panneaux sur ce site et 5 488 panneaux sur le deuxième. Donc on a un champ de 6 MW actuellement ici et le deuxième champ fait 3 MW. Par sa taille, c'est vraiment une des plus grandes fermes qui sera mise en service sur Tahiti. C'est une ferme solaire avec stockage et elle fait partie des fermes qui ont été retenues dans l'appel à projet du pays. Un investissement de 1,4 milliard de francs a été nécessaire pour l'installation de ce projet. Son objectif, lutter contre le changement climatique. Sur les factures, pas d'augmentation en perspective pour les usagers. Le prix du kilowattheure est fixé pour 25 ans, non tributaire des fluctuations du prix du pétrole. Pas d'augmentation, mais même un prix qui est fixé dans le temps. Et ça permet vraiment l'autonomie, on va dire, énergétique. Ça participe à l'autonomie énergétique de la Polynésie. Avec plus de 16 400 panneaux photovoltaïques, ces deux fermes solaires couvriront 2,5% de la consommation annuelle de Tahiti, soit 6 200 tonnes de CO2 évitées chaque année. Et la fin du chantier est prévue pour le mois de septembre. Escale à Ho, où les épreuves de lancer de javelot se sont tenues dans des conditions difficiles à cause d'un vent fort. Malgré tout, 12 compétiteurs ont mesuré leur talent au travers de 5 séries de 10 tirs. Pour les 6 hommes, le coco était perché à 7 mètres de hauteur et à une distance de 18 mètres. Pour les femmes, il fallait atteindre la cible positionnée à 5 mètres de hauteur et à 13 mètres de distance. Temangi, Teuhi, Mako, Tehuitua et Papa Taura s'offrent le podium dans la catégorie masculine. Et dans la catégorie féminine, Angélique, Anna Takoto et Farangi Teuira Hioe décrochent la victoire. Comment occuper ses enfants durant les vacances scolaires quand le budget manque? Consciente des difficultés rencontrées par ces familles dans le besoin, la ville d'Aroué propose gratuitement des activités sportives et culturelles depuis 8 ans. 130 enfants sont choisis chaque année. Voyez ce reportage de Lucille Guichet et Dylan Fels. Ici, dans ce groupe, vous avez la Jamaïque. Comme un air de Jeux Olympiques au complexe Boris Leontiev d'Aroué. Ici, pendant un mois, il y a de l'escrime, de la boxe, du tennis de table, à la différence que ces athlètes en herbe découvrent les disciplines. C'est mieux parce que tu t'amuses, à la maison tu t'ennuies un peu, tu dois faire le ménage. Et tu regardes le téléphone. Voilà, tu regardes la tête des parents. Vous savez ce que c'est les Jeux Olympiques? Oui, c'est quand il y a plein de personnes qui participent à des jeux et gagnent une coupe après. Et vous faites un peu les Jeux Olympiques alors? Non, je crois pas. Chaque année, les animateurs des quartiers de Aroué choisissent 130 enfants pour participer à cette colonie atypique, entièrement gratuite, en partenariat avec le contrat de ville. Sport le matin et activités culturelles l'après-midi. L'objectif, en fait, c'est de permettre à connaître les différentes disciplines, de se détacher également des écrans comme les tablettes et de pouvoir aussi s'amuser avec d'autres amis. Dans cette salle, les adolescents apprennent à réaliser un court-métrage d'1 minute 30. Déjà à l'aise avec le numérique, ils apprennent à penser et à écrire leurs projets. Notre thème, c'est le mystère des téléphones volés. On apprend à filmer, à faire des montages. Et c'est top. C'est pas au niveau des tablettes qu'ils apprennent, c'est plus tout ce qui est audiovisuel avant, tout ce qui est préparation au tournage, mais au niveau des tablettes, c'est plus des détails en fait. De façon générale, ils savent s'en servir, même le logiciel CapCut, ils savent s'en servir, mais c'est plus au niveau des détails auxquels ils n'ont pas forcément pensé. Mais techniquement, ils savent se servir de tout, je pense. Le projet sportif et culturel d'Aroué s'achève le 2 août, quelques jours avant la rentrée scolaire. D'ici là, comme aux Jeux Olympiques, chaque semaine, les meilleurs athlètes en herbe seront médaillés. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Voici l'information principale. Le transport aérien interîle s'améliore doucement grâce au déploiement des pompiers dans les aérodromes de Bora Bora, Raiatea et Rangiroa pour assurer la sécurité des opérations. Reprise des discussions entre les syndicalistes et la direction d'ADT demain à 15h.
Le mercredi, c'est soirée documentaire sur la première. Comme d'habitude, votre magazine Vevo d'abord vous emmène à Teahupo'o. Il sera suivi d'un documentaire toujours sur la thématique des JO à Tahiti. Les pionniers du surf vous proposent de rencontrer ceux qui furent au milieu des années 60, les pionniers du surf moderne en Polynésie. Et demain, votre quotidien fait sa une sur la désillusion olympique. Les restrictions font râler. Merci de rester fidèle à votre rendez-vous d'information. Vous retrouverez Cybèle Plichard demain soir et tout au long du week-end. À très belle nuit, portez-vous bien et à bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet